Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 4 de la série consacrée au logiciel Geneator. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez remplir les différentes cases de l'interface. Tout d'abord, il faut savoir qu'on peut ajouter de nouvelles personnes dans les deux directions, soit vers le haut, dans les générations précédentes, soit vers le bas dans les générations suivantes. Mais commençons par ajouter des personnes vers le haut dans les générations précédentes, qu'on appelle aussi ascendantes. Par exemple, je fais descendre les parents de Denis à l'étage des individus principaux et ainsi je puis remplir les cases des grands-parents de Denis qui se trouvent maintenant à l'étage des parents. À cet effet, je clique dans la case du nom de famille du grand-père et le nom breton s'inscrit automatiquement, comme vous voyez. Je n'ai pas besoin de l'écrire, mais évidemment, je puis changer ce nom si cela est nécessaire. Ah tiens, avez-vous vu qu'un nouvel assistant a fait son apparition à l'étage des individus principaux? C'est le cadre de la superliste qui va vous suivre partout où vous avez besoin de remplir des cases. La superliste est une fenêtre mobile qui puise dans un dictionnaire en particulier les informations dont vous avez besoin pour remplir les cases spécifiques qui font actuellement l'objet de votre attention. Puisque votre curseur actuellement se trouve dans la case des noms de famille, la superliste est donc prête à vous fournir tous les noms nécessaires pour remplir cette case. Alors vous cliquez sur le nom breton que vous voyez dans la superliste, mais comme il est déjà enregistré, cela équivaut à accepter ce nom et vous passez immédiatement à la case suivante qui est celle du prénom. Alors dans la superliste, je vois le prénom Abraham, je clique sur ce prénom et il s'inscrit dans la case et déjà vous pouvez vous arriver à la case du nom de famille de la grand-maman. Alors ce nom sera Ouellet. Et je ne vais écrire que les 2 ou 3 premières lettres du nom, comme ceci, O-U-E. Pardon, je vais poser le curseur ici. Alors, O-U-E, et c'est suffisant. Je vois que dans la superliste, les 2 orthographes pour ce nom de famille apparaissent et je puis choisir l'une des 2 orthographes. Alors, je choisis Ouellet écrit de cette façon. Alors, vous voyez que la case est remplie et que le curseur est déjà rendu dans la case du prénom. Et le prénom sera Roland. Alors, je vais écrire R-O-L. Et déjà, Roland apparaît dans la superliste. Je clique sur ce nom et il s'écrit au complet. Déjà, le curseur et la couleur jaune sont arrivés dans la première case de l'année de la naissance de Roland. Je pourrais évidemment remplir ces cases immédiatement pour les grands-parents, mais il est préférable de les transférer à l'étage des individus principaux, parce que sur cet étage, je peux ajouter des photos, je peux ajouter d'autres détails, comme les lieux de naissance et les lieux de décès. Donc, c'est ce que je vais faire. Je m'aperçois que le cadre de l'interface de la superliste m'embête un peu, mais alors je peux le fermer en cliquant sur l'un des 3 boutons que vous voyez ici, et celui-ci s'intitule Fermer. Alors je clique sur ce bouton et voilà, le tour est joué et je peux descendre les grands-parents à l'étage des individus principaux. Remarquez que j'aurais pu les descendre aussi tout en laissant le cadre de la superliste en place. Ça ne dérange pas du tout. Alors, je les descends
Et les voici. Je peux très bien remplir toutes les cases que je veux et ajouter des photos s'il y a lieu. Alors, vous savez maintenant comment on peut ajouter des détails dans les cases des personnes qui font partie des générations ascendantes. Alors, la démonstration est suffisante. Je n'ai pas besoin de répéter cette expérience pour toutes les générations. C'est la même chose que vous pouvez faire pour tous les individus sur 20 générations et plus, si vous voulez. Alors, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vais plutôt maintenant me diriger vers les générations descendantes. Et à cet effet, je vais cliquer sur la flèche bleue ici pour remonter les couples que déjà vous commencez à connaître. Alors, et j'en fais un autre, comme ceci. Et quand on parle de descendants, on parle surtout des enfants. Alors, je vais cliquer sur le bouton rouge pour les enfants qui se trouve à droite de l'une des unions. Alors, je clique ici et vous voyez que dans la page des enfants, dans ce cas-ci, il y a déjà 2 enfants. Quand on parle de toutes les générations descendantes, il est évident que les enfants ne sont pas encore créés. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des pages avec sans aucun enfant, et il vous faudra commencer à partir de l'enfant numéro 1. Alors, peu importe, pour la démonstration, je ne vais qu'ajouter un seul cadre additionnel en cliquant sur le bouton plus ici. Et vous voyez que le cadre de la superliste s'est placé de façon à ne pas cacher la case qu'il faut remplir. Alors, je clique sur Breton et voilà, je suis déjà à l'endroit voulu pour remplir la case suivante qui est celle du prénom. Alors, disons que je prends le prénom d'Abel, je clique sur le prénom et il s'inscrit. Alors, il ne faut pas oublier surtout d'inscrire le sexe. Alors, vous cliquez sur la petite case ici qui s'appelle SX. Cliquez une fois. Alors, vous voyez, c'est qu'elle se transforme, qu'elle se colore en bleu, puisque c'est un garçon, et vous pouvez cliquer encore une fois, et elle se colore en rose si c'était une fille. Alors, je reviens à la couleur du garçon, et comme ce cadre n'existe pas en réalité, je vais l'enlever immédiatement. Mais c'est seulement pour vous montrer comment faire pour ajouter des enfants dans les générations descendantes. Donc, j'enlève ce cadre-là, comme ceci, et on me dit que le nom va disparaître. Très bien. Alors voilà, tout est revenu comme avant. Alors, pour retourner à l'interface principale, je pourrais y retourner en transférant un Mylène ici, l'un des enfants, vers l'interface en cliquant sur la flèche que vous voyez. Mais comme je veux plutôt retourner à ses parents, je vais retourner à l'interface principale comme elle était tout à l'heure. Je clique sur le bouton qui se trouve dans l'entête permanent ici et je reviens à l'interface telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Il y a une troisième façon d'ajouter des individus dans un fichier. Alors, jusqu'ici, nous n'avons ajouté que des individus qui étaient parents entre eux. Mais rien ne nous empêche d'ajouter des individus dans un fichier, même s'ils n'ont aucun lien de parenté avec les individus existants.
Par exemple, si vous avez des amis que vous voulez ajouter dans le fichier de votre famille pour différentes raisons, par exemple parce que vous aimeriez que ces individus apparaissent dans le calendrier de votre famille, eh bien, cela est possible et vous pouvez très bien le faire en cliquant sur le bouton interface vide que vous voyez dans l'interface permanent ici. Alors, si je clique sur ce bouton, alors vous voyez que l'interface se vide complètement et ici, vous pouvez ajouter des individus qui ne sont pas parents avec les autres, qui n'ont pas de lien de parenté, en quelque sorte. Mais que doit-on faire si l'on veut ajouter beaucoup de personnes qui ne sont pas apparentées, mêlées avec d'autres personnes qui sont apparentées, alors un peu toutes sortes de personnes, quoi. Alors, par exemple, les membres d'une paroisse ou les membres d'un club, à ce moment-là, il est nettement préférable de créer un nouveau fichier qui sera spécifique ou à ce groupe-là. Et à cet effet, je vais cliquer sur la flèche rouge que vous voyez en haut de la page afin de retourner à la page antérieure qui est la page d'ouverture dans laquelle j'ai tous les fichiers habituels de mon système. Et je vais me rendre à l'article numéro 2 dans lequel je vais pouvoir créer un nouveau fichier. Et pour créer un nouveau fichier, il faut d'abord le nommer. Alors, je vais l'appeler paroisse, disons paroisse X. Et je vais taper sur la touche Entrée ou Return sur le clavier. Et j'arrive immédiatement à la page du nouveau fichier. Et je vois le titre, le nom du nouveau fichier dans la première case en haut. Et je choisis la méthode numéro 2 petit a qui consiste à ajouter des personnes dans un nouveau fichier, à les ajouter un par un, ni plus ni moins. Alors je clique sur ce bouton et j'arrive à une interface qui est évidemment vide. Et en haut de cette interface, vous voyez que le fichier en cours s'appelle paroisse X et qu'il contient 0 individu puisque c'est un nouveau fichier dans lequel il n'y a pour le moment aucun individu. Alors je vais créer le premier individu, je vais l'appeler disons Arsenault Jean-Paul. Alors j'écris A-R-S et tiens je vais me tromper, je vais ajouter un X qui inutilement par erreur. Alors, automatiquement, j'ai un message qui me dit ce que vous avez commencé à écrire dans cette case ne correspond à aucun nom déjà inclus dans la superliste. Et on voit que la superliste, elle est vide, n'est-ce pas? Alors, je comprends que c'est parce que j'ai fait une erreur. Alors, je vais enlever le X qui est en trop. Et maintenant, avec seulement ARS, je trouve les trois noms pour le nom Arsenault, c'est-à-dire avec des orthographes un peu différentes. Alors, je choisis le nom qui est orthographié de la manière qui convient à Monsieur Jean-Paul Arsenault. Alors, je clique sur ce nom et le nom s'inscrit au complet. Comme vous voyez, et le curseur et la couleur jaune sont déjà arrivés dans la case suivante qui est celle du prénom. Je sais que Jean-Paul est un nom composé, alors je ne l'écrirai pas au complet, je vais écrire J, espace, trait d'union, P. Alors, ça suffit pour trouver Jean-Paul. Et vous voyez que Jean-Paul apparaît dans la superliste. Alors, je clique sur son nom et le voici complètement inscrit.
Vous voulez voir la preuve? Je vais vous la donner, la preuve. Je n'ai qu'à cliquer sur Fermer ici et vous voyez que Jean-Paul est bien inscrit. Alors, je reviens à l'endroit où j'étais, c'est-à-dire à la case de la conjointe. Et la conjointe s'appellera, disons, des biens. Alors, j'écris seulement les premières lettres, D, E, S, et voilà, je vois que le nom des biens apparaît dans la superliste. Je clique sur ce nom et le nom s'inscrit au complet. Et je suis arrivé à la case du prénom. Elle va s'appeler Jeanne. Tiens, alors j'écris J-E-A. Et je clique sur Jeanne dans la superliste et voilà, le nom est inscrit au complet. Bien plus, l'année de le curseur est déjà arrivé dans le cadre de l'année de la naissance de Jeanne. Mais pour compliquer un petit peu la situation, disons que je veux commencer par remplir les détails du conjoint. Alors, tout simplement, je vais fermer la superliste en cliquant sur le bouton bleu ici, fermer. Et je vais cliquer dans la date de naissance de Jean-Paul et automatiquement, la superliste apparaît de l'autre côté pour me permettre de remplir les cases qui se trouvent du côté gauche. Le contenu de la superliste a changé, comme vous voyez, parce qu'il s'agit d'inscrire une année, l'année de la naissance de Jean-Paul. Alors, vous savez, il y a des listes déroulantes qu'on appelle, dans lesquelles il faut examiner jusqu'en bas pour trouver l'année qui convient. Nous avons préféré avoir toutes les informations sur le même niveau. Nous croyons que c'est plus rapide. Par exemple, si je veux écrire 1939, je clique sur 1930 et 9. Et voilà, j'ai déjà le résultat. Je n'ai qu'à cliquer sur 1939 et le tour est joué. Si je veux écrire le nom du mois, je clique sur 5. Si je veux écrire le jour, je clique sur 21. Alors, vous voyez que c'est très rapide. Et j'arrive à l'heure. Je vais compliquer un peu la situation. J'imagine, par exemple, qu'ici, je ne connais pas l'heure de la naissance de Jean-Paul. Alors, je vais cliquer sur le bouton « Passer à la case suivante ». Et la case suivante sera le lieu de la naissance, c'est-à-dire la ville. Mais d'une manière générale, nous avons établi la règle suivante, qu'il faut toujours inscrire le nom du pays tout d'abord. Pourquoi? Parce que si on devait choisir le nom de la ville parmi toutes les villes du monde entier, eh bien, ce serait un petit peu plus compliqué. Alors, en commençant par inscrire le nom du pays, eh bien, on se limite aux villes qui existent à l'intérieur de ce pays. Donc, c'est plus rapide et plus facile pour le choix du nom. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur « Passer ». Tiens, je reçois un premier message. Je le lis avec vous. Pour inscrire un pays, n'inscrivez que la première lettre de la forme anglaise du nom. Pourquoi? Parce que les pays, ils sont membres de l'ONU, et à l'ONU, on préfère utiliser la liste des noms, la liste anglaise des noms de pays. Et pour fin d'uniformisation, nous avons préféré utiliser la forme anglaise pour les pays. Mais ça, c'est seulement pour les pays. Et l'on vous dit, par exemple, que pour les États-Unis, vous ne devez écrire que la première lettre. Alors, pour United States, vous allez écrire seulement que la lettre U.
Et cela convient aussi pour United Kingdom. Ensuite, vous allez voir le nom du pays immédiatement dans la superliste et vous allez cliquer sur le nom pour l'inscrire au complet. Donc, vous comprenez très bien ce que je viens de vous expliquer. Alors, vous pouvez vous permettre de fermer et ne plus revoir ce message. Si vous avez des doutes encore, vous pouvez le fermer temporairement en cliquant sur le bouton fermer. Mais je crois bien que on peut ne plus revoir ce message en cliquant sur ce bouton. Alors, je vais écrire la lettre C pour Canada. J'écris seulement C. Et vous voyez que Canada apparaît dans la superliste. Alors, je clique sur Canada. Et automatiquement, le curseur s'est placé dans la bonne case pour écrire le nom de la ville. Alors, je choisis la ville de La Prairie, qui s'écrit en 2 mots, mais moi je l'écris tout simplement comme ça, L-A-P, écrit ensemble, et même si je n'ai... Vous voyez que l'article est séparé du reste du mot dans le nom de La Prairie, mais en écrivant LAP, ce fut suffisant pour que la superliste trouve le nom de la ville, qui est La Prairie, et ainsi que toutes les subdivisions auxquelles appartient cette ville à l'intérieur du pays. Alors, si je clique sur La Prairie, alors vous voyez que toutes les subdivisions s'inscrivent automatiquement, très rapidement aussi. Alors, il reste une case qui n'est pas remplie. Mais tiens, il vient de se passer quelque chose. Nous venons d'apprendre que l'heure de la naissance de Jean-Paul est maintenant connue. Ah tiens, c'est une nouvelle information. Alors, je vais cliquer dans la case de l'heure et je vais écrire l'heure. Disons que l'heure sera 16h48. Alors, je clique sur 16, ici, dans la colonne des heures, et puis 40 et 8, et je clique ici, et l'heure s'inscrit automatiquement. Alors, c'est déjà fait. Maintenant, je reviens à cette case qui n'est pas remplie. Il s'agit de la case du lieu de la naissance. Quand nous ne savons pas où les enfants sont nés, on écrit seulement que le nom de la ville, c'est suffisant. Et à cette époque, peut-être que Jean-Paul est né à la maison. Mais si nous apprenons qu'il est né à l'hôpital et que nous connaissons le nom de l'hôpital, à ce moment-là, s'il s'agit d'un hôpital, eh bien, on inscrit le code H.espace. Et à ce moment-là, le nom qui suivra sera le nom d'un hôpital. Alors, j'écris seulement A-N et déjà, j'ai le nom de l'hôpital qui est Hôpital Anna-Laberge. Alors, je clique sur ce nom. Alors, vous remarquez une chose, c'est que l'hôpital ne se trouve pas dans la ville que nous avions indiquée tout à l'heure. Elle se trouve dans une autre ville voisine qui est Châteauguay. Alors, si je clique sur Hôpital, sur Anna-Laberge, Hôpital Anna-Laberge, eh bien, tout sera changé partout. Alors, comme vous voyez, il n'y a aucun problème. Nous avons toujours l'information exacte. J'ai oublié de vous mentionner que dans la ligne suivante, après la date, nous avons l'âge actuel de Jean-Paul, qui est 76 ans, 3 mois et 17 jours et 4 heures et 11 minutes. Alors, comme nous utilisons l'horloge de l'ordinateur, les informations que nous avons sont toujours exactes, à la minute près. Alors, c'est peut-être pas agréable de se voir vieillir d'une minute à l'autre, mais enfin, c'est la réalité. On a toujours une information précise avec Généator.
En ce qui concerne les détails pour le décès, je n'ai pas besoin de répéter mon explication, car le processus est exactement le même que pour la date de naissance et également pour le lieu de la naissance. Une seule chose est différente ici, cependant, c'est que l'âge au décès sera calculé à partir, voyez-vous, l'âge au décès que vous voyez sur la deuxième ligne ici, il sera calculé à partir de la date de la naissance. À l'inverse, si l'on ne connaît pas la date de la naissance, mais que l'on inscrit la date du décès et l'âge au décès, ce sont des détails que l'on voit souvent sur les anciennes cartes mortuaires. Alors, la date de la naissance sera calculée et inscrite automatiquement. C'est vraiment un avantage de pouvoir inscrire, de trouver souvent approximativement la date de naissance. Parfois, les dates de naissance sont difficiles à découvrir. Et c'est important parce que cela nous permet de placer les enfants en ordre chronologique. Alors, les dates de naissance sont toujours importantes, c'est évident. Quant au processus pour inscrire la date de naissance et la date de décès de la conjointe, évidemment, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin de répéter l'expérience. Alors, tout ce qui me reste à remplir, ce sont les cases qui se trouvent dans le cadre de l'union, ici en bas. À cet effet, on doit tout d'abord remplir les cases de la date de l'union, ainsi que de l'endroit où l'union a été célébrée, en commençant, évidemment, comme d'habitude, par le nom du pays. Alors, je vais en faire l'expérience. Je vais écrire ici, disons, 1968. Alors, 1968. Et j'écris le mois de septembre et la journée du 7. Disons que je connais l'heure où le fameux oui a été prononcé, qui serait 16h15, mais ce n'est pas nécessaire de toujours indiquer cette information. Alors, pour le plaisir de le faire ici, je clique sur 16 et puis sur 48. Alors voilà, c'est déjà fait. Et je suis déjà prêt pour indiquer le nom du pays. Je ne fais qu'écrire une lettre C et je clique sur Canada et le curseur se transporte dans la case de la ville et j'écris le nom de la ville que j'avais tout à l'heure, LAP, et je clique sur la prairie et tout le reste s'inscrit automatiquement comme vous avez pu le voir. Et en ce qui concerne la case qu'on appelle la case du lieu-dit, disons qu'il s'agit de la paroisse, disons, une paroisse quelconque. Alors, je vais écrire un code, ce qui signifie que le nom qui va suivre sera un nom de paroisse. Alors, j'écris P, point, espace, et puis je vois qu'il y a la paroisse de la Nativité. Alors je clique sur ce nom et tout est inscrit correctement comme vous voyez. Les petits boutons que vous voyez ici, à savoir MA, FA, SP et DI, signifient respectivement mariage, union de fait, séparation et divorce. Alors, s'il y a une date, eh bien, automatiquement, la case du mariage sera marquée en rouge. S'il n'y a pas de date d'union, automatiquement, ce sera
le bouton FA qui sera marqué en rouge. Mais c'est à vous de corriger s'il y a lieu ces informations. Il pourrait y avoir une union de faits avec une date relativement précise. Alors, c'est à vous d'utiliser, de changer la couleur de ces boutons que vous voyez ici. Il ne reste plus que l'élément le plus important qui est le nom du conjoint. Et ce nom n'apparaît pas ici automatiquement parce que il va apparaître dès qu'on va quitter la fiche du conjoint actif. Par exemple, je vais changer de côté actif. Je clique ici sur le côté actif de la conjointe. Et vous voyez que le nom de Jean-Paul s'est inscrit automatiquement grâce au logiciel. Alors, l'union dont le cadre est entouré d'un cordon, comme par exemple cette union-ci, est toujours l'union active de l'interface et elle appartient à l'individu principal actif. Comme par exemple ici, l'individu principal actif, c'est Jeanne, et vous voyez que l'union est colorée en rose. Et vous voyez que c'est le nom de son conjoint qui est inscrit ici dans les cases appropriées. Mais qu'arrive-t-il si Jeanne a plusieurs unions ici en bas et qu'on veuille choisir une union en particulier pour la rendre active? Alors, tous les cadres ont cette identification ici qui est U1, U2, U3, U4. Alors, on clique sur cette identification ici et elle devient automatiquement l'union active. Et à ce moment-là, c'est le conjoint correspondant qui va apparaître dans la fiche voisine de l'individu actif. Alors, je crois que vous avez maintenant une très bonne idée de ce qu'il faut faire pour remplir les cases de l'interface. Il reste cependant encore beaucoup de points à voir concernant l'interface. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous pour le prochain vidéo qui portera justement sur les autres détails de l'interface. Sur ces mots, je vous dis à bientôt et au revoir.